Voilà. Après cette présentation très instructive, je pense que tout le paysage a été créé pour expliquer les résultats de la mission Rosetta. Donc Rosetta, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne. Je vais expliquer ce que c'est cette mission. Rosetta a aussi un petit atterrisseur Philae. Je vais en parler un tout petit peu. Mais alors, je vais parler de la contribution belge dans cette mission et surtout, je vais consacrer quelques mots aux premières leçons scientifiques qu'on a déjà pu apprendre à cause de cette mission. Donc, d'abord, Rosetta et son rendez-vous. Donc, comme Manu a déjà expliqué, l'Agence spatiale européenne a déjà lancé une mission vers une comète, la mission Giotto. C'était la première mission qui a vraiment pu prendre des images du noyau d'une comète, de l'objet même. Mais c'était un grand succès, cette mission, mais c'était quand même une mission assez particulière. Donc, je vais essayer d'expliquer un... Oups, non, ça, c'est pas le mot. Ah, OK. Non, c'est en ordre. C'est bien ça. Okay. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a lancé cette sonde dans le système solaire sur une orbite qui le mettait juste devant la comète quand elle passait. C'est essentiellement ça. Donc, le satellite même bougeait avec une vitesse d'une bonne dizaine de kilomètres par seconde, quoique la comète même allait avec une vitesse de à peu près 60 kilomètres par seconde. Donc la vitesse relative entre le satellite et la comète était énorme. Et donc, par conséquent, leur rencontre était très bref, quelques heures. Donc on a fait une mission qui nous a donné des mesures pendant seulement quelques heures, des mesures utiles. Alors, c'était très bien parce que c'était la première fois qu'on a effectivement pu voir l'objet, le noyau d'une comète. Mais d'autre part, c'était un peu embêtant parce que, bon, on investit beaucoup d'énergie pour une mission qui te donne quelques heures de mesures scientifiques. Et alors, le but de Rosetta était justement de faire quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé la mission en l'an 2004 par une fusée Ariane 5. Alors, on a fait une orbite assez compliquée. On a passé près de la planète Mars et aussi plusieurs fois près de la Terre, en fait. Et en faisant des passages bien contrôlés, on peut en fait accélérer le satellite et donc le donner un boost en vitesse sans consacrer du carburant. Et donc, en faisant ça, on a pu changer l'orbite de la satellite. Voilà. Pendant ce voyage, on a visité l'astéroïde Steins, notre astéroïde Lutetia, qu'on a rencontré. C'était des bonnes occasions de tester les expériences pendant le long voyage. Et donc, finalement, en juillet-août de l'année passée, on a rencontré la comète. La comète visitée, ça s'appelle la comète de Churyumov-Gerasimenko. C'est une comète périodique, numéro 67, dans le catalogue que les astronomes utilisent. Nous, on dit souvent Chury, c'est un peu plus facile. Donc, Churyumov et Gerasimenko sont deux astronomes ukrainiens qui ont découvert la comète il y a une bonne 50 ans. Voilà. Donc, comme vous voyez, l'orbite du satellite finalement, est une orbite très allongée qui est plus ou moins le même orbite que celle de la comète. Et donc, ça, c'est la seule façon pour aller vraiment visiter une comète pour très longtemps, c'est de se mettre dans plus ou moins la même orbite, de faire un rendez-vous avec la comète et après rester en orbite autour de la comète. Donc, c'est effectivement ça ce que Rosetta fait. Il faut dire qu'on ne peut pas faire ça avec chaque comète. Pour ça, il faut une comète. D'abord, une comète périodique
avec un plan orbital qui est plus ou moins le même plan d'orbite que celui de la Terre et des autres planètes. Et comme ça ne prend quand même pas trop d'énergie pour arriver près d'une telle comète. Voilà. Donc, en tout, ça nous a pris 10 ans de voyage. Donc, vers juillet de l'année passée, pour la première fois, les images prises par les caméras à bord de Rosetta ont pu vraiment voir quelque chose sur ce noyau de la comète. Et comme vous voyez, on voyait dès le début que c'était d'abord un noyau qui fait une rotation. En fait, ça c'est typique pour tous les noyaux de comètes. Donc ça tourne et comme vous voyez, c'est un objet avec une forme assez irrégulière. En fait, ça semble consister de deux objets qui se collent l'un contre l'autre. Mais ce n'est pas du tout sûr que c'est effectivement ça. Donc probablement c'est juste un objet, c'est un mélange de roche et de glace avec cette forme particulière. Bon. Même avant qu'on a rencontré le satellite, bon, ce n'est pas tellement facile à voir. C'est un petit film ici qui montre quelques images successives de la comète, prises, je pense, au mois de mai de l'année passée, où on voyait que la comète, son intensité, sa luminosité n'était pas constante. En fait, il y avait un petit outburst d'activité de la comète. Donc, il y avait déjà un peu de gaz qui était produit par la comète. Quoique, au début, on avait pensé que la comète serait plus ou moins inactive, on passerait là avec la sonde, on suive avec la sonde la comète, et à un certain point, on espérait de voir le début de l'activité de la comète. En fait, donc, l'activité avait déjà commencé avant qu'on avait vraiment rencontré la comète. Et donc, ces premières photos déjà montraient qu'il y avait effectivement du gaz qui s'échappait. Et notamment, le gaz, comme vous le voyez ici, il y avait déjà des jets d'un côté de l'objet et pas de l'autre côté. Bon. Donc, les premières images étaient très, très, très intéressantes, montraient cette forme très bizarre, beaucoup de détails. Comme, en fait, il n'y avait pas encore trop de gaz et trop de poussière qui sort de la comète, on a pu s'approcher de la comète avec la sonde, jusqu'à des distances, une distance de 10 km. Donc ça, c'est en fait très, très près. Et pendant cette période, on a pu prendre des images de la surface d'une façon assez détaillée. Bon, quand on joue un peu avec le contraste dans ces images, on voit très bien aussi qu'il y a effectivement des jets qui sortent de la surface. Maintenant, il faut dire que, en fait, ce qu'on voit, c'est surtout la lumière du soleil qui reflète sur les poussières. Donc, ce qu'on voit ici dans l'image, c'est surtout la poussière et pas tellement le gaz même. Les premiers résultats, donc on a fait une sorte de caractérisation de la comète. Comme on a pu faire des images, établir la forme et donc le volume de la comète, bon, on voit tout d'abord que ces dimensions, c'est à peu près 4 km de longueur. Bon, on a pu calculer le volume. On connaît aussi la masse à cause de la force gravitationnelle sur le satellite. Hein, on peut mesurer ça. Et donc, en faisant le rapport entre les deux, on obtient une masse spécifique de... Je suis en train de regarder... Voilà. C'est donc, normalement, on dit en grammes par centimètre cube, donc c'est 0,47 grammes par centimètre cube. Donc, à peu près la moitié de l'eau. L'objet fait une rotation chaque 12h30 à peu près. Donc, si tu te trouves sur la surface de la comète, il y a une sorte de cycle de jour et de nuit. Hein, donc, le jour qui prend 6 heures
et la nuit qui prend 6 heures. Donc la rotation est assez vite, en fait. OK, donc ça, c'est la caractérisation initiale qu'on a fait. On a fait beaucoup de photos de la surface, surtout pour trouver un endroit pour l'atterrisseur, pour pouvoir atterrir sur la surface de la comète. Bon, ici, ça, c'est une photo prise par une des caméras à bord de l'atterrisseur, mais au moment où il était encore accroché à Rosetta même. Et dans la distance, donc on voit le panneau solaire de Rosetta, et on voit dans la distance la comète et un de ses jets. Donc c'est une belle photo de famille. Voilà, donc la grande question était, où est-ce qu'on va faire atterrir cette sonde Philae? Ce n'est pas évident en fait, surtout à cause de cette forme très bizarre. Donc, par exemple, il ne faut pas essayer d'atterrir, par exemple, là-bas, parce que pendant que tu essayes d'arriver à ce point-là, la comète te heurte. Donc, ce n'est pas ce que tu veux. Donc, on a cherché un peu aussi. On veut bien avoir un endroit qui est scientifiquement le plus intéressant possible. Et donc, on avait sélectionné en fait le site G, là-bas, donc sur la petite lobe de l'objet. Voilà. Donc, alors, la descente vers la surface, je montre juste quelques images. Donc, juste après que Philae a été lâché, Philae même a pris une photo de Rosetta. Donc, ça, c'est le satellite, ça, c'est le panneau solaire, ça, c'est la réflexion du soleil dans la lentille du caméra. Donc, en fait, c'est l'atterrisseur qui prend la photo, qui le transmet vers Rosetta, et Rosetta le transmet vers la Terre. En même temps, Rosetta même a aussi des caméras. Il a fait des images successives de l'atterrisseur quand il descendait vers la surface. Alors, ça, c'est une photo. Je ne sais pas si c'est très bien visible, mais sinon, c'est très intéressant de rechercher cette photo sur l'Internet parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Donc, en fait, c'est une mosaïque de plusieurs images prises à des moments successifs. Voilà, ici, on voit, bon, c'est enlargi ici, on peut voir la sonde, encore quand elle est en train de descendre. Voilà, ça, c'est une photo quelques minutes plus tard. Et après, ça, c'est une photo juste après le moment où l'atterrisseur aurait dû atterrir. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas Philae. Mais quand on regarde une image... Ça, je pense que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Oui. OK. Donc, si on compare avec l'image prise un peu avant, on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux. La différence, c'est qu'il y a une petite perturbation là-bas, donc un petit trou, on pourrait dire. Et donc, effectivement, Philae a atterri là-bas, mais elle a rebondi à cause de la faible gravité de la comète. C'est un objet assez petit. Sa masse est relativement petite, donc la gravité n'est pas tellement forte. Mais heureusement, il y a ici, sur le côté de cette photo-là, on voit la sonde. Donc, elle a rebondi et elle va dans une autre direction et on peut la photographier. Il faut noter que, en fait, on voit que la sonde, que Philae se rapproche dans cette direction et après le touchdown, il bouge dans une autre direction. Donc, pendant l'atterrissage même, quand même beaucoup de l'énergie de mouvement de la descente de Philae a été absorbée par les pattes, donc le système d'atterrissage de Philae même. Donc il a rebondi, mais bien avec une vitesse bien inférieure, heureusement, sinon elle serait repartie dans l'espace et c'était fini. Bon, ça c'est le point positif. Donc on a vu Philae bouger après son atterrissage. En plus, l'atterrissage, c'était une dizaine de mètres du point prévu. Donc, en fait, ça, c'était très bien. La navigation s'est faite d'une très bonne façon.
Mais donc, finalement, où Philae s'est posé finalement, on ne sait pas encore. Hein, on n'a pas encore pu prendre une photo de Philae sur la surface, donc on ne peut pas localiser Philae exactement. Bon, on a une idée d'où elle doit se trouver, mais on n'a pas encore, on ne l'a pas encore retrouvée. À partir des mesures, quand même, on sait que, en fait, Philae s'est touché sur la surface, boum, une deuxième fois, une troisième fois, et après, il est arrivé à un certain endroit, un peu coincé entre deux rochers. Donc, en utilisant les caméras qui sont autour de Philae, on a donc pris des photos dans toutes les directions. Donc, ici, on voit les rochers, mais la caméra qui regarde dans cette direction regarde en fait dans le ciel. On voit encore une antenne de Philae, mais pour l'est, c'est en fait le ciel. Donc, il est un peu coincé entre deux rochers. Il n'est pas horizontal, mais incliné. Donc, il n'a pas les trois pattes sur le sol. Et donc, OK, ça, c'est la situation. Donc, le problème, là, c'est que coincé entre deux rochers, ça voulait dire que Philae ne reçoit pas assez de lumière du soleil pour pouvoir charger ses batteries. Donc, la sonde a pu fonctionner pendant une 60 heures, je pense, jusqu'à ce que ses batteries s'étaient épuisées complètement. Toutes les expériences ont marché, mais n'ont pas nécessairement donné des résultats comme attendu ou comme prévu. Hein. En fait, on n'entend pour le moment pas beaucoup. Je suppose que tous les chercheurs sont en train de contrôler leurs données, en train d'essayer d'extraire le plus d'informations possible. Et pendant ce processus, je pense qu'il n'y a pas de contact avec la presse, mais je suppose que dans un délai de quelques mois, sûrement, on va entendre plus des résultats scientifiques spécifiques de Philae. OK. Bon, sur Philae, la Belgique n'a aucune contribution. C'était surtout une sonde, une initiative des Allemands et des Français. Mais par contre, la Belgique a une contribution importante dans Rosetta même. Donc Rosetta, qui est la satellite mère qui continue à rester dans les environs de la comète et qui va continuer à le faire jusqu'à ce que la comète fasse se déplacer, va s'éloigner de nouveau du Soleil. Donc, au moins probablement faire la fin de l'année prochaine. Bon, quelle est la contribution belge? Donc, Rosetta porte 11 instruments ou 11 groupes d'instruments, il vaut mieux dire, et parmi lesquels il y a Rosina, qui est un spectromètre, qui contient des spectromètres de masse. En fait, Rosina, il y a 3 instruments, un spectromètre de masse appelé ERTOF, un autre appelé DFMS, et il y a aussi un capteur de pression COPS. Donc, la Belgique est impliquée dans le spectromètre de masse DFMS. Quel est le but d'un spectromètre de masse? Eh bien, ce que fait un spectromètre de masse, je peux essayer de l'expliquer. Donc, le principe est le suivant. Donc, ça, c'est l'expérience au labo. Donc, ici, ça, c'est le couvercle. Bien sûr, dans l'espace, c'est ouvert. Les gaz qui viennent de la comète entrent ici dans l'expérience. C'est une sorte de tube. Voilà, les gaz entrent ici. À l'entrée, ces gaz sont ionisés. Bon, c'est un mot technique. Elles sont chargées électriquement pour pouvoir les analyser. On utilise des champs magnétiques, des champs électriques, en fait, pour trier les molécules selon leur masse. Et alors, ces molécules heurtent un détecteur qui est là-dedans. Et en fait, la Belgique a construit presque tout cet ensemble de détecteurs qui est là. Le coordinateur de l'expérience, ce sont les Suisses, c'est l'Université de Berne. Et eux, ils ont construit surtout le spectromètre, pour ainsi dire, donc le séparateur électrique et magnétique. Voilà. OK. Donc ça, c'est ce détecteur qui est dans l'expérience. Au milieu, il y a une puce qui a été créée par IMEC à Louvain. L'électronique associée avec ce détecteur a été faite par OIP à Oudenaarde.
Donc c'est effectivement... bon, c'était la technologie de pointe belge. Je dis c'était la technologie de pointe parce que, bon, vous comprenez bien que comme le satellite a été lancé il y a 10 ans, et comme le développement d'une telle expérience prend un certain temps, en fait, le design, ça date déjà 20 ans. Hein. Donc, c'est relativement vieux. Bon, les premières leçons. Bon, je vais parler un peu des premières leçons scientifiques, mais je vais donner un peu plus d'accent sur les résultats, bien sûr, de cette expérience DFMS dans laquelle on est impliqué. Donc, tout d'abord, la gravitation, la force gravitationnelle à la surface. Donc, j'ai déjà dit, une comète, ce n'est pas grand, la masse est petite, donc la force gravitationnelle n'est pas tellement forte. En fait, ce graphique ici, donc ça donne la forme de la comète, et la surface est colorée, hein, donc la couleur donne la magnitude de la force gravitationnelle effective à la surface. Là-dedans, on tient compte avec la force centrifugale à cause de la rotation. Et donc, on voit effectivement que ici, dans ce qu'on appelle le neck de l'objet, hein, entre les deux lobes, là, la force gravitationnelle elle est la plus forte, quoique aux deux extrémités, elle est bien sûr la plus faible. Et bon, pour vous donner une ordre de grandeur, la force gravitationnelle là-bas, c'est à peu près 1/100 de la force que nous tous nous subissons à l'heure actuelle ici sur la Terre. Donc ça veut dire que moi je pèserais à peu près, nettement moins qu'un kilo hein, à la surface de la comète. Je ne veux pas être trop spécifique. Bon, ça c'est déjà intéressant à savoir, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'on montre à côté. Là, on ne montre pas la force gravitationnelle, mais on montre l'inclinaison de la direction de la force gravitationnelle avec l'orientation de la surface. Peut-être un peu difficile. Ici, sur Terre, la Terre est sphérique. Ça veut dire que la force gravitationnelle, c'est vers le bas, verticalement, et la surface, normalement, ici, elle est plate. Okay? Mais quand tu te trouves sur une montagne, la surface n'est pas plate, et donc il y a une inclinaison entre la force gravitationnelle et l'orientation de la surface. Eh bien, le même est vrai à la surface de la comète, et on voit qu'il y a certains endroits, donc les endroits ici en rouge, surtout, en jaune, où donc cette inclinaison est très grande. D'autres endroits, ce n'est pas le cas. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est important? Je vais y revenir. Il semble que l'évaporation ou la sublimation des glaces à la surface de la comète, ça se passe surtout à ces endroits-là. Donc là où la surface n'est pas horizontale, pour ainsi dire. Et je vais y revenir. Une des expériences a pu mesurer la température à la surface donc pendant ce cycle de jour et nuit. Et donc ça, c'était en septembre 2014. Et on voit que la température varie entre, bon, c'est pour deux régions différentes, ça varie entre moins 170 degrés Celsius et moins 100. Donc c'est très, très froid. Bien sûr, une des raisons pour laquelle la température est tellement basse, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment une atmosphère très dense. Hein. Même les gaz qui s'échappent, bon, c'est très peu de gaz. Plus tard dans la mission, quand la comète va s'approcher du Soleil, les températures vont augmenter, bien sûr. Hein. Manu a déjà expliqué que donc, ce boule de neige sale, hein, quand ça s'approche du Soleil, la surface devient chaude, les glaces vont sublimer et en même temps, les poussières qui sont mélangées avec les glaces vont s'échapper. Voilà. Donc,
ce qu'on voit ici, donc cette jet, hein, de nouveau, ce sont en fait, ce qu'on voit, ce sont les poussières. Ce qu'on voit aussi, c'est que les poussières ici ne vont pas selon une direction toute droite. Mais en fait, on voit une certaine courbure. C'est à cause de quoi? Eh bien, en même temps, il y a du gaz qui s'échappe. Et bon, le gaz, ça donne une certaine pression quand même. Et donc, le mouvement des particules de gaz, ça, ce n'est pas dans une ligne droite. Il y a quand même quelques collisions qui se font entre les particules. Bon, je vais pas entrer dans les détails techniques, mais les gaz entraînent ou poussent contre les poussières et donc peuvent changer leur direction. Bien sûr, une fois qu'on est à une certaine distance de la comète, ça sort dans toutes les directions d'une façon radiale, plus ou moins. Bon, on peut maintenant aussi mesurer les échappements de gaz. Giotto avait déjà fait ça, mais maintenant, bien sûr, on peut le faire pendant des jours, des mois. Et donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et ici, je montre quelques résultats, donc des mesures de la densité, donc le nombre de particules qu'on trouve dans un centimètre cube, hein, dans l'atmosphère de la comète, là où, bien sûr, Rosetta se trouve, en fonction du temps. Et donc, le graphique commence le 5 août et ça va vers le 15 août. Donc, les 2 premières semaines, en fait, qu'on a vraiment mesuré l'atmosphère. Au début, on voyait presque rien. Alors, ça s'est monté, voilà, et ça redescend un peu. Bon, donc, ce qu'on voit ici, c'est donc en fait, c'est la densité qui est mesurée par COPS, une des expériences de notre consortium ROSINA. On voit que la densité n'est pas constante, mais il y a une sorte de variation périodique. C'est quoi? Eh bien, sur la surface de la comète, il y a donc du gaz qui s'échappe, mais pas tous les endroits de la comète produisent autant de gaz. Et donc, comme on est près de la comète avec Rosetta, la comète tourne autour de son axe dans son cycle diurne, et donc on va de temps en temps voir un pic dans la densité, après, ce sera moins, après de nouveau plus. Hein. Et donc on voit ici donc, ce cycle diurne dans la mesure. En plus, bien, ici, la densité augmente parce qu'on s'est rapproché encore de la comète, ça c'est logique, quand on va plus près, la densité est encore plus haute. Mais après, donc, ça change. Bon, ces variations d'intensité dépendent donc de la latitude, en fait, de l'endroit exactement où on se trouve vis-à-vis de la surface de la comète. Mais donc, en fait, c'est déjà très intéressant pour voir que cette densité de gaz varie avec la rotation de la comète. Okay. Alors, je veux vous montrer quelque chose sur la composition du gaz. Et je pense que c'est impossible de ne pas montrer des données obtenues avec notre expérience. Hein. Donc, je veux quand même montrer un plot. Bon, je vais expliquer ce que c'est. Donc, avec notre détecteur, donc, notre instrument, comme j'ai expliqué, c'est un spectromètre de masse. Il va essayer de trier les particules dans l'atmosphère, dans le gaz, selon leur masse. Et donc, ce qu'on obtient, finalement, c'est sur l'échelle horizontale, c'est la masse, et sur l'échelle verticale, c'est une échelle logarithmique, c'est le nombre de particules avec cette masse. Bon, c'est un peu petit, mais donc la gamme de masse ici, c'est de 18,98 vers 19,05. Donc c'est autour de la masse 19, hein, mais c'est un intervalle très petit. Pourquoi? Donc, c'est un spectre à haute, ce que nous on appelle à haute résolution. Donc, la résolution en masse, en fait, le détail en fonction de la masse, le tri en fonction de la masse est très détaillé. Et donc, ça, c'est une caractéristique importante de cette expérience qui va effectivement qui nous permet effectivement de distinguer très bien des composants différents l'un de l'autre. Et ici, déjà, on voit 3 pics qui correspondent, eux, à 3 composantes différentes.
bon, j'ai choisi, pas complètement par hasard. Comme Manu avait déjà dit, la composante la plus importante dans une comète, enfin dans la matière volatile des comètes, c'est de l'eau. L'eau a une masse 18. Comme il y a beaucoup d'eau, c'est très facile à mesurer, donc je ne voulais pas montrer l'eau. Par contre, je montre la masse 19. Qu'est-ce qu'on a à masse 19? Eh bien, il y a plusieurs choses qui sont liées à l'eau. Par exemple, l'eau consiste de l'oxygène et 2 atomes de hydrogène. Eh bien, on peut remplacer un atome d'hydrogène par le deutérium. C'est une variante lourde de l'hydrogène qui a donc une masse, une unité plus grande. Et donc ici, on mesure... mais alors, je dois regarder... oui, donc ça c'est ce pic ici, qui correspond en fait à ce qu'on appelle HDO. Donc c'est une sorte d'eau lourde, en fait. Hein. Et donc là, le rapport entre le deutérium et l'hydrogène est très important, je vais y revenir plus tard, mais en général, c'est relativement petit. Donc le fait qu'on peut bien mesurer ça, bon, ça veut dire que, en fait, notre instrument est très sensitif. En plus, on voit encore quelque chose d'autre, c'est OH, mais avec la variante d'oxygène, la variante 18, avec masse 18, pas la variante normale, avec la masse 16. D'où vient ça? Eh bien, quand on a de l'eau, hein, de l'eau neutre qui entre dans notre expérience, les molécules doivent être ionisées d'abord. Et pendant qu'on les ionise, avec des électrons, parfois les atomes cassent. Et alors on obtient des fragments, et OH, c'est un des fragments. En plus, OH peut aussi être retrouvé juste comme OH dans l'atmosphère cométaire. Mais à ce moment-là, on pense que, comme l'activité n'est pas encore forte, et on est tout près de la comète, on ne pense pas que ici ça vient de la comète même. Ça, c'est un fragment d'une variante d'eau, mais avec oxygène 18, pas 17. De nouveau, ça montre la sensitivité de l'expérience. Et le troisième pic ici vient du fluor. Ah, du fluor dans les comètes? Non, 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 non. Ça vient du lubrifiant utilisé dans les charnières des panneaux solaires du satellite. Oui, donc il faut être très, très attentif. Bien, on a eu bien sûr 10 ans de voyage. On n'a pas fait rien pendant ces 10 ans. On a mesuré ce qui se trouve, enfin, on a mesuré avec notre expérience, et on a en effet pu mesurer quel gaz se trouvait autour du satellite. Et un satellite, bon, quand il part de la Terre, il y a encore des gaz dedans. Donc d'abord, il y a un certain temps qu'il faut pour dégazer. Mais après, il y a d'autres mécanismes qui peuvent encore produire du gaz. Par exemple, les UV solaires font décomposer la matière isolante qui est utilisée autour du satellite. Et donc, ça donne un background continu. Et bon, il faut bien connaître ce background pour ne pas confondre des espèces venant du satellite, des espèces qui viennent de la comète. Okay? Voilà, donc je pense que c'est clair pourquoi j'ai choisi ceci. Bon, j'ai parlé du rapport de deutérium sur l'hydrogène. En fait, on a publié pas seulement nous, hein, mais donc notre collaboration, Rosina, a publié donc un papier en Science sur déjà un résultat assez important. On a mesuré le rapport D sur H dans les gaz autour de la comète. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, comme on pense que les comètes sont peut-être la source de l'eau sur Terre, bon, une technique particulière pour vérifier cette hypothèse, c'est en effet de voir si l'eau dans les comètes, le type d'eau dans les comètes correspond au type d'eau dans nos océans. Le type d'eau, ici, on utilise ce rapport D sur H. Hein, donc, on compare combien de HDO il y a vis-à-vis de H2O. Et si c'est le même que dans nos océans, OK, c'est très bien possible que, effectivement, les comètes ont apporté l'eau dans nos océans. Si c'est différent, alors cette hypothèse n'est pas vraie, ou cette théorie n'est pas vraie. Bon,
je crains qu'on ne peut pas très bien voir, et je ne vais pas expliquer tout le graphique, mais ici, la ligne bleue horizontale, ça c'est la valeur terrestre, donc la valeur pour la Terre. Et ici, notre point, il est 3 fois plus haut, donc le niveau est 3 fois plus grand. Ça, c'est ce que nous, on mesure dans la coma de la comète. Donc, c'est fortement différent. Il y a d'autres mesures qui ont été faites sur des comètes avant. Donc, avant, on avait des comètes dans lesquelles on a effectué des mesures, pas in situ, hein, mais avec la spectroscopie. Mais bon, là, je pense que les marges d'erreur sont relativement grandes. Enfin, on fait ce qu'on peut. Mais récemment, il y avait donc quelques mesures, et aussi des mesures in situ, en fait, de comète Hartley 2, où on trouvait justement une valeur semblable à la valeur terrestre. Et ça, c'était justement des comètes de la famille de Jupiter, comme on dit. Mais Churyumov-Gerasimenko est aussi de la famille de Jupiter, et néanmoins, on voit une valeur complètement différente. Donc, en tout cas, je pense qu'il est clair qu'on ne peut pas dire que cette hypothèse que les comètes ont apporté l'eau sur Terre, ce n'est pas vrai juste comme ça. Peut-être c'est correct, mais alors il y a d'autres mécanismes qui jouent. Mais juste comme ça, ça ne peut pas être correct. Donc ça, c'est déjà une théorie qu'on a pu refuter. Bon, alors, je continue à montrer des données de notre expérience. Ceci, c'est un spectrogramme. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, sur l'axe horizontal, il y a le temps. C'est à peu près une journée de données. Et en vertical, c'est la masse. Comme je vous ai expliqué, comme je vous ai montré, on mesure chaque fois seulement une petite partie de la gamme de masse, mais on peut bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un scan autour, donc le long de tout le domaine, pour couvrir tout le domaine de masse dans lequel on est intéressé et que l'expérience peut mesurer. Enfin, ici, je me limite aux masses entre 12 et 50. Et en fait, donc chaque fois, on fait un petit spectre, et j'ai mis tous ces spectres l'un à côté de l'autre en fonction du temps. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du scan, et après, on refait le scan. Donc, ça on fait périodiquement. Et donc, l'intensité du signal est montrée ici en fonction de la couleur, en fait. Et donc, on voit 3 choses. D'abord, une ligne intense ici, à la masse 18, c'est l'eau, effectivement, le composant le plus important. Une autre à 28, c'est le CO, et une à 44, c'est le CO2. Donc, on voit déjà ici les 3 composantes les plus importantes. Mais ce que je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'à peu près chaque masse, on voit des points colorés. Donc, ça veut dire qu'à chaque masse, on voit un signal. Il y a de la science à faire là. Bon. Alors, en janvier, il y a eu un deuxième papier en Science qui montre, je montre quelques graphiques qui montrent de nouveau l'activité de la comète, mais maintenant en utilisant notre expérience DFMS, pas pour la densité totale dans l'atmosphère de la comète, mais la densité pour l'eau, le CO, ça c'est la courbe en rouge, et le CO2 en bleu. Enfin, pour 2 périodes différentes. Sans entrer dans le détail, bien sûr, on voit ici aussi ces variations périodiques avec la rotation de la comète. Mais si on regarde de plus près, on voit que le rapport ou les proportions des 3 espèces majeures ne restent pas constantes. Donc ça veut dire que la composition dans l'atmosphère change. Elle n'est pas toujours la même. Ça change avec, en fait, l'endroit de la comète. Donc, on est au-dessus d'un endroit spécifique. On voit donc la composition plus ou moins de la matière sur la surface. Et comme la comète fait sa rotation, on fait un sampling de chaque fois un endroit différent sur la surface. Donc, les variations qu'on voit sont en fait des variations dans la composition des glaces à la surface de la comète. Donc, il y a une hétérogénéité de la composition à la surface. Et bien sûr, il y a d'autres expériences
sur Rosetta des expériences de télédétection qui trouvent la même chose. Il y a une hétérogénéité de la matière à la surface. Donc, en fait, on peut essayer de faire un mapping de ce qu'on voit sur la surface de la comète. Et par exemple, ici, on montre le rapport entre le CO2 et le H2O sur la surface. Et on voit clairement qu'ici, sur la grande lobe, il y a un endroit où, apparemment, ce rapport était nettement plus grand qu'ailleurs. Alors, il y a un troisième résultat qui est un peu plus difficile à expliquer, mais je vais quand même essayer de le faire. Avec la sublimation des gaz, de la glace, on a du gaz neutre qui sort. Par exemple, l'eau. Donc, j'ai dessiné des molécules d'eau ici qui s'en vont dans toutes les directions. Mais bien sûr, ces molécules d'eau, ils sont susceptibles à la lumière ultraviolette du Soleil, et cette lumière peut ioniser ces molécules. Pas seulement l'eau, mais je prends l'eau ici comme exemple parce que c'est finalement le composant le plus important. Alors, on obtient un ion H2O+. OK. Un ion H2O+, c'est une particule chargée. Une particule chargée subit d'autres lois de mouvement qu'une particule non chargée. Et donc, ça ne va pas bouger dans la direction radiale. Non, ça va subir l'effet des forces magnétiques et électriques. Bon, quelles sont les forces magnétiques et électriques? Il y a un champ magnétique dans le vent solaire, mais il n'est pas tellement fort. Il aura un effet sur ces ions, mais c'est un effet à une échelle beaucoup plus grande. Donc ici, on peut l'ignorer. Est-ce qu'il y a un champ électrique? Oui, il y a un champ électrique qui est en fait le champ électrique du vent solaire. Donc, quand on a le vent solaire, donc c'est un flux de particules ionisées, comme Manu a déjà expliqué, qui vient du Soleil, donc je suppose que le Soleil est quelque part par là, qui vient vers la comète. Et on peut montrer que la force électrique qui vient à cause de ce mouvement du vent solaire, c'est une force qui est toujours perpendiculaire à cette direction. En fait, elle est perpendiculaire à la direction de la vitesse du vent solaire et perpendiculaire aussi au champ magnétique. Mais le champ magnétique change de direction tout le temps. Mais en tout cas, la force électrique reste perpendiculaire à la direction du vent solaire. Et donc, quand ces ions sont créés, et maintenant, quand le dégazage de la comète n'est pas encore très fort et le vent solaire peut effectivement arriver jusqu'à la surface de la comète, donc on a ce champ, cette force électrique, on l'a partout ici. Donc les ions vont sentir cette force et vont être accélérés par cette force. Donc si la force est dans cette direction, le ion H2O+, va bouger dans cette direction. En fait, il ne va pas seulement bouger dans cette direction, mais il va continuellement être accéléré par cette force électrique. Donc il va gagner de vitesse, va gagner d'énergie. Eh bien, avec les instruments de plasma sur Rosetta, on peut mesurer ces particules. Ici, je montre quelques exemples. Donc, d'abord, le plot en haut. Ça, c'est le temps. Donc, c'est 2 heures de mesure. En vertical, c'est l'énergie et la couleur donne l'intensité. On voit en fait 3 choses. D'abord, on a des points ici. Ça correspond aux protons dans le vent solaire. Le vent solaire a une certaine vitesse, donc ça représente une certaine énergie. Cette vitesse est relativement constante, surtout ici pendant ces 2 heures. Donc c'est une énergie plus ou moins constante. Juste au-dessus, on voit le deuxième groupe de points. C'est en fait le hélium ou les particules alpha, hélium++, qui est aussi dans le vent solaire, mais en beaucoup moins grand nombre que les protons. Ils ont une énergie 4 fois plus grande, effectivement. Donc on voit ces deux. Donc ça, c'est le vent solaire. Mais en même temps, on voit des particules à basse énergie. En fait, ce sont ces ions d'eau qui sont créés. Alors, ils n'ont pas encore beaucoup d'énergie. Mais alors, juste après, ça c'est 1 heure après, ou 2 heures après le dernier point ici dans l'intervalle, l'échappement est un peu plus intense.
Et alors, on obtient ceci. Donc, c'est de nouveau, c'est le temps, mais ici, c'est quelques minutes. Et ça, c'est de nouveau l'énergie. Je vais expliquer un peu comment il faut lire ça. Donc, on voit quelque chose qui se répète aussi dans ce graphique-là. On voit quelque chose qui se répète. Donc, c'est lié aux fonctions c'est lié au mode de fonctionnement de cette expérience. Donc, il fait une sorte de cycle itératif pour faire des mesures. Donc, après à peu près 2 minutes, on refait le même type de mesure. Donc, c'est quelque chose de périodique. Et donc, ici, on voit en fait 2 cycles de mesure. Donc, la seule chose qu'il faut voir, c'est qu'on voit les protons, le hélium-2+, et même le hélium+, dans le vent solaire. Okay? Mais en plus, on voit les molécules de H2O+, d'abord les molécules froides, mais en fait, on voit qu'il y a encore des molécules à des énergies plus élevées. Donc, en fait, ce sont les molécules d'H2O+, qui sont accélérées par cette force électrique. C'est pour la première fois qu'on observe ça. En fait, dans le passé, on n'avait même pas trop pensé à cette situation, parce que quand on voit les comètes avec les grandes queues, alors ça, c'est la situation quand la production de gaz est beaucoup plus intense, alors l'environnement de la comète est complètement différent. On a aussi ces ions, alors il y a beaucoup d'ions qui peuvent en fait conduire des courants électriques qui font que le champ magnétique et le vent solaire ne peuvent même pas arriver à la comète, mais sont forcés de faire un mouvement de détour autour de l'objet. Donc c'est une situation complètement différente. Donc c'est quelque chose qui est complètement nouveau en fait. Il y a aussi j'ai parlé des gaz parce que Rosina mesure la composition des gaz. Je vais aussi parler un peu des poussières. Il y a plusieurs expériences sur Rosetta qui mesurent les poussières, qui font par exemple des photos. Ils ont un petit panneau qu'ils exposent au flux de gaz et de particules qui viennent de la comète. Ça rattrape des poussières. On retracte le panneau et on regarde avec des caméras, avec des microscopes. Voilà, on voit des photos de ces poussières et on voit en fait que ces poussières, quand ils impactent sur le panneau collecteur, ils sont cassés en petits morceaux, donc qui montrent effectivement que ce n'est pas de la matière très dense, mais ce sont des agrégats assez légers, un peu comme des flocons de neige avec des poussières dedans. Voilà. Donc, de nouveau, ça nous donne des infos uniques sur les poussières. Il y a aussi une autre expérience qui a un microscope à force atomique. Ils ont détecté une particule. Malheureusement pour eux, la particule est trop grande pour leur microscope. Ils ont déjà cassé une de leurs détecteurs dans leur microscope. Mais bon. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que dans les images des caméras, on peut aussi voir des particules poussières parce qu'ils reflètent la lumière du soleil. Et quand on prend plusieurs images, l'un après l'autre, et ici, on a 4 images superposées, l'un après l'autre. Donc, on les aligne sur les étoiles qu'on voit dans ces images. Donc, on sait qu'on regarde exactement dans la même direction. Ici, ce sont 4 images. Le premier, on met en blanc, enfin en blanc et noir. Le second, en noir et blanc. Le troisième, en blanc et noir. Le quatrième, de nouveau, en noir et blanc. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, par exemple, ici, un trait blanc, trait noir, trait blanc, trait noir, mais tout le long d'une ligne droite. C'est en fait une particule poussière relativement grande qui s'échappe du noyau de la comète et qui bouge dans cette direction. Et donc, qu'on sait rattraper dans des images successives. À partir de ce type d'image, on peut calculer leur vitesse, par exemple. Mais ce qui est, pour moi encore plus surprenant, c'est qu'en même temps, on a des petits points ici, blanc, noir, blanc, noir. Donc, il y a aussi des particules, et en fait, il y en a beaucoup, ils sont numérotés. Il y en a beaucoup, qui sont en fait des particules qui bougent à des vitesses très petites. Ce sont des particules poussières ou des petits rochers qui sont en orbite autour de la comète. Donc, ce sont en fait une sorte de lune de la comète. Et il n'y en a pas quelques-uns,
Non, non, il y en a des centaines. Bon, bien sûr, je ne peux que montrer quelques résultats, et c'est encore tôt dans la mission, hein, on est encore loin du Soleil. Donc la mission vient de démarrer, il y a déjà des résultats importants, mais on s'attend à une vraie transformation de la science des comètes, parce qu'on a beaucoup de détails qu'on peut observer. Bien sûr, ce qu'on veut vraiment faire, c'est faire le lien entre ce qu'on observe in situ et ce qu'on observe à partir de la Terre. Parce que Rosetta visite une comète, va faire un examen très détaillé, mais ça ne reste qu'une seule comète. Alors, il reste la question, est-ce que c'est représentatif pour d'autres comètes qu'on a observées? Eh bien, en faisant le lien entre in situ et remote sensing, on espère de pouvoir apprendre des choses qu'on peut utiliser pour l'interprétation de toutes les données de télédétection qu'on a fait dans le passé et qu'on fera dans le futur. Bon, tout ceci aura bien sûr des conséquences pour les théories de la formation du système solaire, pas seulement les comètes, mais il y a aussi d'autres objets gelés, les objets transneptuniens, mais aussi, et ce sont peut-être, ou dans certains cas, des objets transneptuniens ou même des comètes attrapés gravitationnellement par Jupiter et Saturne et les planètes gazeuses, qui sont donc devenues des lunes des grandes planètes gazeuses. Et le cours suivant, hein, ou la session suivante de ce cours, va être consacrée justement à ces lunes de glace qui orbitent les planètes géantes dans notre système solaire. Voilà. Je vous remercie.